Bonjour à tous, bonjour mesdames, messieurs, merci de votre participation à cette table ronde. Nous sommes ravis de vous accueillir sur un thème qui est essentiel pour les banques. Vous savez évidemment que les banques, notamment en France par rapport à d'autres pays, ont un rôle essentiel pour le bon financement de l'économie. Et un des aspects qui est souvent mésestimé, c'est la conciliation qu'il convient d'avoir entre trois thématiques. Évidemment l'innovation technologique, mais aussi la sécurité, compte tenu de la multiplicité et de la montée des risques, et puis la rentabilité, qui n'est évidemment pas la moindre des choses. Alors aujourd'hui, pour évoquer ces trois thématiques, quel virage digital prendre pour concilier la rentabilité et la sécurité, nous avons le plaisir d'avoir 4 experts que je remercie de leur participation. Je vais commencer par la droite. Donc Sébastien Marino, vous êtes directeur stratégie et relations de place cash management chez BNP Paribas. À votre gauche, Alexandra Zana, vous êtes vice-présidente en charge des institutions financières chez Mastercard. Au centre, Marie de Grandguillot, vous êtes directrice générale de Nickel. Et à ma droite, Marc Weiss, vous êtes directeur des paiements chez Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Alors peut-être une première question pour vous, Alexandra. Pour Mastercard, quelles sont les grandes tendances, les grandes orientations que vous identifiez, que vous percevez pour les banques? Merci beaucoup Olivier. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour partager ma vision sur l'évolution du paysage bancaire français. Et effectivement, si on a souhaité chez Mastercard prendre la parole sur ce sujet, c'est parce qu'en tant que société technologique mondiale, on est au cœur des écosystèmes bancaires et on observe de près en fait, les mutations qui sont à l'œuvre dans cet écosystème, l'intensification de la concurrence, les disruptions technologiques, les évolutions de réglementation, les transformations sociétales, l'augmentation des risques, etc. etc. Et donc, toutes ces tendances, on pense qu'il est crucial de les comprendre et de les anticiper pour les intégrer dès à présent. Et du coup, c'est la raison pour laquelle, l'année dernière, on a mené une étude de prospective sur le futur de la banque de détail en France à horizon 2035 pour justement anticiper toutes ces tendances et toutes ces transformations et pour pouvoir accompagner nos partenaires bancaires dans ces grandes transformations et dans la réponse à ces enjeux, qu'ils soient stratégiques ou technologiques. Et donc, quand on a fait cette étude de prospective, on a identifié 5 grandes tendances sur les enjeux tech, puisque c'est le sujet de la table ronde d'aujourd'hui, qui, selon nous, vont façonner le monde bancaire de demain. Et donc, je vais vous lister ces 5 tendances, à savoir que ce n'est pas des tendances figées, c'est plutôt des dynamiques de fond qu'il faut prendre en compte et intégrer pour mieux s'y préparer. Donc, la première grande tendance, c'est la tendance de l'accélération de la digitalisation et de la montée en puissance des acteurs tech. On est dans un monde aujourd'hui bancaire où on va avoir une montée en puissance d'acteurs, que ce soit les géants digitaux comme Amazon, Apple, etc., ou des fintechs, qui vont offrir à des clients des offres très innovantes, avec des technologies de pointe en matière de relations clients, qui vont proposer du temps réel, une expérience utilisateur super fluide et digitale, des offres faciles d'accès et gratuites, et qui progressivement viennent challenger et disrupter les acteurs bancaires et constituent une menace finalement de désintermédiation pour les acteurs bancaires aujourd'hui. Et donc, dans cette accélération de la digitalisation, voilà, il y a un enjeu pour les banques de devoir réagir et s'adapter. Et donc, ça pose la question de comment prendre ce virage digital, comment est-ce qu'on fait pour moderniser les SI et le legacy des banques et pour faire ce pari de l'innovation et du digital. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, donc, ces acteurs tech vont venir concurrencer les banques sur une partie croissante de la chaîne de valeur, et à la fois, ces acteurs vont potentiellement devenir des fournisseurs de certaines briques technologiques en amont. Et donc, par exemple, on peut avoir en tête la JV entre Thales et Google pour proposer un cloud souverain français. Donc, à la fois, il y a de la concurrence et à la fois, on devient potentiellement fournisseur de technologies en amont. Donc, je disais, ça pose la question de ce virage digital. Ça va aussi poser la question pour les banques de quel va être le bon niveau d'investissement que je vais devoir faire pour investir dans l'IA et dans ce digital, à quel niveau je dois investir. Et puis, ça pose une dernière question qui est comment je fais pour investir dans le digital et l'IA tout en préservant la relation humaine et le capital confiance et de proximité qui est quand même un des atouts fondamentaux de la banque.
Deuxième tendance importante, c'est la tendance de l'hyper-personnalisation. Et donc aujourd'hui, effectivement, on voit bien que notamment tous ces nouveaux acteurs vont utiliser la donnée comme pierre angulaire pour la conquête des nouveaux clients, notamment les jeunes actifs, les pros et les générations Z. Et que du coup, les banques vont devoir aller au-delà de leurs offres traditionnelles pour proposer des offres sur mesure qui prennent en compte une connaissance fine des clients à partir d'une analyse de leur comportement, de leurs besoins, etc. Un des exemples dont on avait discuté avec Sébastien, justement, c'est l'exemple d'Amazon qui, il y a quelques années, proposait aux PME des offres de prêt à court terme et qui sélectionnait lui-même les PME éligibles à partir des données de vente de ces PME sur la marketplace Amazon. Et donc ça, c'est un bel exemple d'offres sur mesure à partir de la data proposée par ces acteurs innovants. Donc cet enjeu de personnalisation, il intervient en plus dans une société où la relation à la banque a changé et où, en fait, elle est moins homogène, c'est-à-dire qu'avant, la relation à la banque était déterminée uniquement par des critères traditionnels CSP. Aujourd'hui, la relation à la banque, elle va se faire aussi sur des critères géographiques, elle va se faire aussi sur des critères, sur des bases affinitaires, communautaires, identitaires, voire d'usage. Voilà, on attend que la banque me propose quelque chose adapté à mon usage, à mon identité, etc. Dans une société qui est en train de se transformer avec des facteurs de vieillissement démographique, des facteurs d'inégalité dans les territoires, d'accroissement des inégalités sociales. Et donc la banque doit répondre en fait à tous ces enjeux de transformation de société avec des offres de plus en plus granulaires et personnalisées. Et donc ça pose clairement la question de comment je fais quand je suis une banque pour garder une universalité de services tout en personnalisant de plus en plus mes offres de services. Et puis, ça pose aussi la question de si demain, il faut repenser la segmentation client, quelles seraient les nouvelles bases de cette segmentation et jusqu'à quel niveau de granularité il faut pousser. Troisième tendance, c'est l'embedded finance. Je pense qu'on en a tous entendu parler, mais c'est une vraie tendance à prendre en compte, à savoir que les services bancaires aujourd'hui vont s'intégrer dans une expérience utilisateur plus large que l'offre bancaire en elle-même. Un exemple, donc, c'est Penny Lane qui va proposer depuis le logiciel de comptabilité un compte, une carte. Donc j'accède à des services bancaires à partir d'un environnement de comptabilité. Un autre exemple que je trouve intéressant, c'est Revolut qui, en été 2023, avait installé dans l'aéroport de Rome des distributeurs de cartes. Parce que voilà, Revolut se dit, moi je veux cibler les clients voyageurs, donc quelque part mon cas d'usage c'est le voyage, je vais aller trouver mes clients là où ils voyagent. Voilà, donc on est dans de l'embedded finance et du coup, voilà, demain, quid, est-ce que Leroy Merlin ne deviendrait pas le principal distributeur des offres pour les PME? Très rapidement, deux dernières tendances, la collaboration et la mutualisation. Voilà, je pense que Sébastien et Marc, vous pourrez très bien en parler. Enfin, on voit de plus en plus que les banques, dans ce contexte de concurrence accrue, vont coopérer, s'allier et mutualiser certaines briques pour mieux résister à cette concurrence, avec des projets de fusion des DAB ou de plateformes de processing par exemple. Et puis enfin, la dernière tendance que je voulais partager avec vous, c'est l'augmentation des risques. On est dans un monde où on connaît de plus en plus de crises à tous les niveaux, que ce soit des risques de cyber, des catastrophes naturelles, des risques de pandémie, des risques de crise économique, etc. Et donc, ça impose d'avoir un enjeu de résilience très fort que les banques doivent aussi prendre en compte pour s'adapter. Merci beaucoup Alexandra. Vous avez fait une très bonne transition pour Sébastien en termes d'expérience client optimisée. Le partenariat que vous avez conclu avec BPCE, comment l'interprétez-vous? Quelles leçons en tirez-vous? Oui, bonjour à tous. Peut-être je prends un petit pas de recul avant de répondre directement à la question. En tout cas, le paysage des paiements de détail, il est en pleine mutation. Enfin, je trouve ça d'ailleurs assez passionnant à titre personnel. Il y a beaucoup de variables qui bougent. Hein. Tu as cité, Alexandra, la demande, la techno, la régulation et j'allais dire l'environnement concurrentiel. Si on s'arrête sur 2 ou 3 dimensions, sur la partie demande, on voit déjà que quelque part les standards digitaux qui sont ceux de l'ensemble des services, de la mobilité, du divertissement, s'appliquent désormais au paiement. C'est un point important. Et surtout le paiement aujourd'hui, c'est quand même notre quotidien. C'est-à-dire que c'est de loin l'interaction la plus fréquente qu'ont finalement nos clients avec la banque. C'est bien sûr les paiements. Et donc c'est un domaine sur lequel on investit, j'allais dire tout PSP très régulièrement. D'ailleurs, il y a presque une forme de paradoxe parce qu'on a notamment cette tendance de l'embedded finance où parfois le paiement devient
invisibles dans les parcours, et c'est pourtant pour rendre invisibles les paiements, il faut beaucoup investir, il faut beaucoup travailler dessus parce que c'est pas simple de rendre invisibles les paiements. Donc on a bien du côté demande, on a cette, j'allais dire cette demande du client qui est très claire. Sur la partie réglementation, on voit qu'on a un paysage qui est chargé. Hein. Enfin, on en a tous conscience, on a tous entendu parler de la réglementation Instant Payment. On a des SP3 PSR qui pointe le bout de son nez. On a un environnement donc qui est chargé et qui crée évidemment des contraintes et des opportunités, mais qu'il faut prendre en compte. La technologie, je vais y revenir, et puis la concurrence, les paiements de détail, c'est une chaîne de valeur qui est très complexe. Hein. Si on la regarde de bout en bout, qui fait intervenir beaucoup d'acteurs différents. Moi, je vais plutôt aujourd'hui vous parler du maillon central qui est peut-être pas le plus visible, notamment pour les utilisateurs, qui est ce qu'on appelle le processing. C'est les usines de paiement qui permettent justement que les paiements se fassent d'un client final vers un marchand. Et pourtant, c'est vraiment un point assez fondamental. Ensuite, j'ai oublié un point à signaler quand même sur la demande, c'est que la carte, elle est là et elle est bien là. Le paiement carte est installé évidemment dans l'usage des Français. Il y a juste un chiffre moi, qui m'a frappé récemment. La Banque de France nous a indiqué que pour la première fois en 2024, la carte avait été majoritaire dans les points de vente. Avant, c'était pas le cas. Les espèces étaient plus présentes. Et donc, ça montre bien l'enracinement de la carte. Et donc, c'est un domaine dans lequel on investit. Donc effectivement, avec BNP Paribas, qui est un partenaire de longue date, puisqu'on a une joint venture qui s'appelle Partesis, on a finalisé en février dernier un accord qui donne naissance à un acteur qui s'appelle eStream, ESTR2EM, voilà, pour que vous l'ayez bien en tête, et qui va finalement mettre au monde, j'allais dire, un nouveau processeur qui sera de dimension européenne, parce que ce que j'ai pas dit effectivement, et il ne faut jamais l'oublier, c'est que le paiement, c'est un truc compliqué parce que ça tient à la fois de la dentelle et de la réponse à la personnalisation, mais ça tient aussi au moins autant de l'industriel. C'est-à-dire qu'on est bien dans un monde de milliards. Hein. Enfin, on parle bien de milliards de transactions. En l'occurrence, les volumes de paiement que traitera eStream, c'est 17 milliards de transactions par an. Pour les deux groupes BPCE et BNP Paribas, donc on mesure bien, si vous voulez, l'importance de ces investissements. Avec deux ambitions, avec des ambitions en termes de volume des paiements, ça représentera environ un tiers des volumes de paiement, 30% des volumes de paiement en France, et d'être dans le top 3 des processeurs européens. Parce que là aussi, on est sur une industrie qui est quand même très, très capitalistique, avec des acteurs qui sont à dimension parfois mondiale. Donc cet accord, il est signé. On travaille d'arrache-pied dans les deux groupes pour porter finalement ce nouveau processeur sur les fonds baptismaux. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un processeur qui est multi-scheme, donc qui permet de gérer l'ensemble des schemes que traitent nos deux établissements, nos deux groupes, avec une bascule progressive finalement de ces volumes monétiques vers ce nouveau processeur. Et avec une volonté, c'est très important, de passer à l'échelle européenne. Il y a vraiment, je le redis, une activité industrielle donc, qui justifie bien sûr qu'on ait une cible européenne. Et voilà, pour BNP Paribas que je représente aujourd'hui, on a un certain nombre d'implantations dans les pays européens qui justifient qu'on ait ce passage. Alors, peut-être terminer là-dessus, parce que c'est vrai que pour certains, c'est beaucoup plus que de la tuyauterie. C'est vraiment aussi, et en premier lieu, au bénéfice de l'expérience client. Le sujet, c'est quoi? C'est qu'effectivement, parce que c'était ça l'accroche, j'allais dire, c'est en quoi ça bénéficie, j'allais dire, aux clients, c'est que ça va nous permettre d'enrichir notre offre de service, qu'elle soit à destination des clients finaux, ceux qu'on appelle les porteurs, le monde de l'émission, avec davantage de fonctionnalités qui sont devenues aujourd'hui, j'allais dire, assez clés, évidemment le temps réel. Et puis du côté des marchands aussi, où on sait tous ici qu'il y a des nouveaux entrants qui ont des offres qui sont à forte valeur ajoutée, notamment sur tout ce qui est reporting. Donc la volonté, c'est vraiment d'apporter cette valeur ajoutée, que ce soit du côté des émetteurs ou du monde des marchands. Voilà. Merci beaucoup Sébastien. Alors Marie, côté nickel, on a évoqué l'importance des investissements dans les systèmes d'information.
Sébastien illustrait le fait qu'il faut effectivement des partenariats. Comment arrivez-vous à conjuguer une souveraineté, une autonomie dans votre système d'information, également des partenariats avec d'autres acteurs pour optimiser l'expérience client, vous aussi, et pour proposer de nouvelles offres? Oui, effectivement, pour illustrer les grandes tendances que Alexandra a présentées et répondre à la question, chez Nickel, donc, on propose un compte sans découvert avec autorisation systématique qui s'ouvre en 5 minutes chez un commerçant de proximité. Et on n'a que 11 ans, et en 11 ans, on a ouvert 4,5 millions de comptes. Donc faire ça, c'est déjà assez intense pour une organisation jeune qui a tout à construire. Et nos clients qui nous utilisent très majoritairement comme un compte principal attendaient autre chose de nous, puisqu'ils sont très satisfaits. Ils se sont dit, mais proposez-moi un crédit, proposez-moi de l'assurance. Et nous, on a fait des choix, comme dans toute entreprise, dans nos stratégies. On s'est dit, non, on va continuer de faire bien le paiement et d'investir massivement sur notre cœur de métier, tout en répondant à cette demande de clients. Et comment on le fait? On le fait en partenariat. En partenariat avec des acteurs qui sont légitimes, aussi innovants que nous, qui sont prêts à aussi faire quelque chose de cohérent avec notre ADN. On est une entreprise qui propose le même produit à tout le monde, qui a cet enjeu de bienveillance, de simplicité. Et donc, on construit des partenariats. Ça veut forcément poser des questions d'investissement informatique. Et donc, ça nous permet aujourd'hui chez Nickel de capitaliser sur le savoir-faire d'autres dans des marchés qu'on ne connaît pas, le crédit, l'assurance, de proposer des parcours très simples et en même temps de mettre la limite de ce qui est dans notre cœur de métier, de ce qui n'est pas. Donc, le client, dans son application, va pouvoir accéder à un microcrédit, par exemple coup de pouce de Floa, ou à une assurance habitation de Cardiff ou de Lemonade dans l'assurance. Les marques de ces acteurs-là vont exister. Le client sait que ça n'est pas Nickel qui propose le service. Et à partir du moment où il clique sur l'onglet, le parcours va être ultra simplifié puisque le client va nous donner son consentement pour transférer les données de KYC à nos partenaires. Donc on ne va pas lui redemander tout un tas de questions que Nickel connaît déjà. Il va pouvoir souscrire de manière très simple à ses offres. Il le fait parce qu'il a confiance en Nickel et qu'on a construit des offres pertinentes. Et puis en fait, il bascule dans l'univers IT du partenaire. Et le partenaire qui est soumis aux mêmes enjeux de sécurité IT, de maîtrise de son savoir-faire métier, de tout un tas de contraintes qui vont s'imposer à lui. Grâce à ça, finalement, pour Nickel, on arrive à innover très vite. On arrive à ne pas défocaliser l'entreprise qui fait face à une croissance fulgurante, à s'appuyer sur des partenaires très légitimes et innovants, tout en sécurisant le modèle opérationnel informatique de l'entreprise et nos clients. Donc c'est vraiment comme ça qu'on a pensé ces projets et ça répond tout à fait à ce que tu disais, Alexandra, sur comment tu mutualises tout en étant en maîtrise parfaite de ton système informatique. Merci beaucoup Marie. Donc on va rester sur cette thématique porteuse de mutualisation, partenariat. Marc, pour le Crédit Mutuel, vous avez une autre tendance récente, c'est-à-dire vous avez mis en commun des réseaux de distributeurs de billets avec Société Générale et BNP Paribas. Comment cela s'est-il passé ? Alors oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, en fait, on en a parlé tout à l'heure. Le paiement est une industrie de volume. Moi, je vais être beaucoup plus terre à terre, je vais être beaucoup moins digital. Je vais parler de cash et de distributeurs de billets, parce qu'aujourd'hui, c'est un enjeu majeur quand même en France, c'est de voir comment est-ce qu'on arrive avec nos partenaires BNP et Société Générale, on arrive à rendre ce moyen de paiement qui est encore très très utilisé en France, même si c'est le deuxième moyen de paiement, ça reste encore des volumes très très importants, accessible à tous. C'est une demande de la Banque de France, c'est une demande du gouvernement. Il faut que potentiellement tout citoyen français ait accès à des points de distribution de cash dans un secteur proche. Par contre, on s'est assez vite aligné, c'était fin 2021, début 2022, avec BNP Paribas et Société Générale, sur le fait de se dire que il faut qu'on garantisse cet accès-là sans pour autant rester dans une économie qui était compliquée à gérer parce que ce sont des infrastructures qui sont lourdes. Il y a beaucoup de contraintes de sécurité, il y a beaucoup de contraintes de transport de fonds, il y a beaucoup de contraintes de développement informatique et de maintenance qui font que pour maîtriser l'ensemble de l'économie de cette distribution de cash, il a été décidé de créer une joint venture ensemble qui s'appelle 2SF, Société de services financiers, en bon français, qui a vocation justement à mettre en commun nos réseaux de distributeurs sous une marque commerciale qui s'appelle Cash Service. Et donc, par ce biais-là, nous avons fait le choix finalement
dans les zones urbaines, où vous avez souvent, on est souvent présents les uns à côté des autres, avec des distributeurs qui sont les uns à côté des autres, on a choisi l'une ou l'autre des enseignes pour héberger le distributeur pour compte de ses partenaires. Et la contrepartie, c'est que ça nous a permis de maintenir des distributeurs dans les zones rurales où c'était beaucoup plus compliqué de les maintenir en termes d'équilibre économique, parce qu'on a pu faire des économies ailleurs. Donc il y a vraiment cette volonté de garantir le service, tout en parlant de rentabilité tout à l'heure. L'industrie du paiement est une industrie de masse avec des petites marges, donc tout ce qu'on peut faire pour optimiser nos investissements, garantir le service et optimiser notre rentabilité est toujours bon à prendre. Merci beaucoup Marc. Alors Alexandra, vous aviez identifié cinq grandes tendances. Maintenant, si l'on en vient aux questions, aux solutions, vous avez entendu trois banques. Pour prendre ce virage digital, quelles sont les grandes solutions que vous proposez à vos partenaires bancaires? Oui, tout à fait. Alors, et c'est vrai que chez Mastercard, voilà, je le disais en intro, on a vraiment à cœur d'accompagner nos partenaires bancaires dans ces transformations. Je vais peut-être illustrer deux axes sur lesquels on les accompagne, le digital et la personnalisation. Donc sur le digital, c'est effectivement toute notre approche digital by default qui va consister à fournir à nos partenaires bancaires un socle de fonctionnalités digitales innovantes aux meilleurs standards de marché, tout en conservant, et ça c'est très important pour nous, l'application bancaire comme l'interface privilégiée du client avec sa banque. Donc voilà, le but c'est de rediriger l'utilisateur vers les applications bancaires en proposant des fonctionnalités innovantes. Le dernier exemple en date, c'est Click2Pay. Donc Click2Pay, c'est donc un standard de paiement e-commerce qui permet de pouvoir payer en un clic ses achats e-commerce sans avoir besoin de rentrer son numéro de carte sur le site marchand. Et donc ça, c'est un standard qu'on a développé au sein de EMVCO, donc avec les autres schemes internationaux, bientôt rejoint par le scheme domestique d'ailleurs. Et donc on a lancé, qui est live maintenant avec Nickel, bientôt avec le Crédit Mutuel et avec les autres partenaires bancaires. Voilà, c'est un des exemples de l'innovation sur le digital qu'on apporte. Pourquoi ? Parce que en fait, on a constaté qu'en e-commerce, on n'a pas encore la même fluidité et rapidité de paiement, de l'expérience de paiement qu'on peut avoir en magasin quand on fait un paiement sans contact. Et donc, on a voulu répondre à ça en développant ce nouveau standard de paiement one click. Un deuxième exemple, ça va être tout ce qu'on fait autour de la flexibilité de paiement. Donc, on a annoncé le lancement d'une nouvelle offre qui s'appelle One Credential. Et donc, ça consiste à avoir un seul identifiant digital unique, donc concrètement une seule carte. Et avec cette même carte, je vais pouvoir décider de faire un achat, payer mes courses à débit, puis d'acheter une paire de chaussures à crédit ou de payer en plusieurs fois en buy now pay later avec un même identifiant. Et tout ça depuis mon application mobile. Donc, en tant qu'utilisateur, je vais pouvoir aller sur mon appli bancaire. La banque pourra bien sûr prédéfinir au départ les règles du jeu, mais l'utilisateur pourra aussi définir les préférences de paiement et les méthodes de paiement qu'il a pour chacun de ses achats. Et donc ça répond à un vrai besoin de la part des utilisateurs, notamment des jeunes et des actifs, d'avoir de la flexibilité et de reprendre du contrôle sur sa façon de payer. Voilà, peut-être dernier exemple sur l'aspect digital, c'est sur le sujet de la gestion des abonnements. On a fait l'acquisition récemment d'une société aux États-Unis qui s'appelle Mina. Et donc, en fait, on est en train de l'intégrer. Et donc, ce qu'on a prévu de faire, c'est de proposer à nos partenaires bancaires, justement, de pouvoir gérer ses abonnements à Netflix, à Uber, etc., depuis son application bancaire, avec vraiment comme ambition de centraliser, et c'est une vraie attente des utilisateurs, sur une interface unique qui serait l'application bancaire, la visualisation et la gestion de ces abonnements. Et peut-être juste sur la personnalisation pour finir, je voulais aussi citer notre acquisition de Dynamic Yield, qu'on a faite il y a 3 ans, et qui là répond complètement à cet enjeu d'hyper-personnalisation des offres, puisque Dynamic Yield, donc société qu'on avait rachetée à McDonald's, qui est aujourd'hui présente sur les kiosques chez McDo en fait, et qui va vous proposer des contenus différents quand vous arrivez sur la borne, en fonction du contexte, de la météo, etc. Et donc là, c'est la même idée appliquée à des cas d'usage bancaire, de dire que grâce à cette technologie basée sur l'IA, on va pouvoir personnaliser les interactions clients et les contenus qui vont être affichés et proposés aux clients. Merci beaucoup Alexandra. Alors vous avez cité le mot personnalisation, on pense à données. Sébastien, côté BNP Paribas, comment arrivez-vous à concilier agilité et maîtrise de ces données pour faire le virage digital ?
Oui, merci Olivier. Effectivement, il y a quelques certitudes qu'on a dans ce paysage qui n'est pas totalement stabilisé. C'est que, il faut sécuriser. Enfin, quand même, c'est l'actif principal des banques, c'est la sécurisation, c'est la confiance. Donc ça, c'est évidemment essentiel. La deuxième chose, c'est, pour le dire en anglais, le time to market. C'est-à-dire qu'il faut être très réactif, il faut pouvoir proposer rapidement des évolutions, des lancements de services. Ça, c'est une deuxième chose. Et la troisième chose, c'est probablement qu'il faut être adaptable et on a des volumes qui varient. Et j'en rajoute une quatrième, c'est qu'on n'est pas seul sur cette chaîne de valeur des paiements. Alors, il y a des acteurs qui sont plus ou moins présents sur l'ensemble de la chaîne, mais souvent, et on l'a illustré à plusieurs reprises, c'est qu'on a des partenariats. Et c'est celui que je vous ai notamment présenté tout à l'heure avec BPCE. Donc, quand on résume tout ça, et si on regarde ce que ça veut dire du côté, j'allais dire, de l'infrastructure et de l'IT, évidemment, on en arrive au sujet du cloud. Et sur ce sujet, j'allais dire, tous les clouds ne se ressemblent pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter à parler du cloud. Le choix qui a été fait, en tout cas par le groupe BNP Paribas, c'est assez tôt, c'est relatif, mais depuis 2013, on a créé un cloud privé. Et ensuite, on a créé en fait un cloud dédié. C'est-à-dire qu'on a des données qui sont sur des data centers qui nous sont dédiés pour nous permettre justement de porter un certain nombre d'activités. Donc ça, c'est important de comprendre voilà, cette évolution, le cloud privé, le cloud dédié. On est au train aussi, via un partenariat, de travailler finalement aussi pour certains use cases où on n'a pas de sujet de données, ça peut être des environnements de test, à partager des clouds, des environnements qui sont publics sur certains cas de test. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la maîtrise des données. Ça, c'est un point sur lequel on sera toujours très clair. Et ça passe effectivement par ces clouds dédiés. Le point important aussi, c'est que quand on dit cloud, ça veut dire aussi API. C'est-à-dire que le corollaire de tout ça, c'est l'APIisation progressive des services, qui est un point très important pour pouvoir maximiser la valeur de l'ensemble. Merci beaucoup Sébastien. Alors, vous évoquez cloud, mais nickel, pour Marie, c'est aussi du contact humain. Donc, quel est le bon équilibre entre cet aspect digitalisation et la proximité avec le client que vous avez réussi à atteindre? Oui, c'est vrai qu'on parle souvent d'innovation sous l'angle technologique et digital. C'était une des grandes tendances qu'Alexandra a partagées. Et bien sûr que chez Nickel, il y a eu 2 ruptures technologiques majeures. D'abord, le temps réel. Tous les mouvements sur le compte sont en temps réel. Aujourd'hui, c'est devenu une tendance de marché. Mais c'est une vraie rupture technologique puisque vous savez exactement où vous en êtes à chaque moment de la journée. Ça apporte beaucoup de sérénité. La deuxième rupture technologique, c'était l'ouverture du compte en 5 minutes chez un buraliste. Ça aussi, c'est énormément de technologie pour pouvoir arriver à une ouverture sécurisée et en même temps si rapide. Mais Nickel, c'est pas que ça, effectivement. Et je pense que dans la croissance de cette entreprise, je vous le disais tout à l'heure, 4,5 millions de comptes, c'est aussi le fait qu'il y ait ces innovations technologiques qui étaient mises au plus proche de tout le monde grâce à un réseau de points de vente physiques. Et donc c'est comment allier à la fois l'innovation technologique, le digital, on est à la pointe là-dessus, avec un ancrage local, une proximité physique, une chaleur humaine qui aujourd'hui est possible puisqu'on a plus de 8000 points de vente partenaires en France chez qui vous pouvez ouvrir un compte, déposer de l'espèce, retirer de l'espèce, changer votre carte, qui vont vous accueillir de 6h du matin à 22h le soir, 6 jours sur 7, donc qui vont créer aussi une qualité de service gigantesque. Et nos clients apprécient énormément cette présence physique, en plus de leur exigence sur le digital qui n'arrête pas d'augmenter parce que le digital est un vrai levier d'innovation pour changer nos services, changer nos modes de distribution et améliorer nos parcours. Mais je pense vraiment que le digital seul, c'est souvent une façon de se penser et les grandes ruptures où les acteurs entrants se pensent souvent que digitalement, a une limite en termes de qualité de service d'abord et puis aussi en termes de conquête puisque la puissance d'un réseau physique, c'est aussi une capacité à aller toucher toute une population. Aujourd'hui, chez les buralistes, pour vous donner un chiffre, il y a à peu près 10 millions de Français qui, tous les jours, rentrent dans ces points de vente. Donc c'est énormément de trafic et forcément, ça permet d'apporter les innovations technologiques au cœur de la vie du plus grand nombre et c'est comme ça que l'histoire de Nickel se construit. Merci beaucoup Marie. Sur l'aspect innovation, peut-être Marc, côté Crédit Mutuel, en termes d'indépendance technologique, comment vous fonctionnez-vous? Est-ce que vous avez des clouds privés, partagés?
Quelle est votre stratégie? Oui, alors la stratégie au Crédit Mutuel a été bâtie au milieu des années 80 par les anciens patrons qui étaient tous des anciens de chez Bull, donc qui étaient des informaticiens, et qui étaient partis du principe que pour faire un groupe bancaire français souverain et autonome, il devait se doter d'une architecture et d'un système d'information totalement maîtrisé, totalement développé en interne. Donc on s'est doté d'une filiale IT qui s'appelle Euro-Information, qui est un atout majeur pour notre groupe, puisqu'on parle de plus de 5000 collaborateurs en charge des développements, donc qui font qu'on maîtrise l'intégralité des développements sur nos métiers cœur. Au-delà de ça, donc là on parle de développement classique, on a effectivement décidé aussi de construire nos propres data centers pour justement localiser, stocker et processer les données de nos clients dans des environnements que nous maîtrisons et sur lesquels nous avons là aussi beaucoup investi. Et en parallèle, il fallait qu'on s'adapte aux nouvelles tendances d'APIisation. On a parlé du cloud et ainsi de suite. Donc on a un partenaire historique qui s'appelle IBM, avec qui on a construit un cloud privé, donc qui nous permet de répondre à ces enjeux d'APIisation sans pour autant exposer les données de nos clients, parce que c'est un engagement fort que nous prenons de respecter l'intimité numérique de nos clients. Et le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, on travaille en plus sur tous les sujets d'IA, donc d'intelligence artificielle, avec IBM. On a déployé des outils depuis fin des années 2010, donc on a commencé en 2016 ou 2017. On a une Cognitive Factory aujourd'hui qui est à Strasbourg, qui travaille sur toutes ces solutions d'IA qui regroupent plus de 250 personnes. Donc c'est un enjeu majeur pour nous de finalement accompagner nos réseaux et nos clients dans tout ce qui est la suppression de ce qui est sans valeur ajoutée, pour dégager du temps à nos clients et du temps commercial et de conseil pour nos conseillers qui sont dans les caisses et nos agences. Merci beaucoup Marc. Alexandra, en entendant vos partenaires bancaires extrêmement soucieux de la qualité des risques qu'ils prennent, comment les accompagnez-vous en termes de prévention des risques, en termes de sécurité? Oui, alors tout à fait. Chez Mastercard, une de nos missions principales, c'est en tant que scheme de paiement de définir les standards de sécurité et de proposer des solutions pour renforcer encore plus la sécurité des paiements, quels que soient les rails d'ailleurs, qu'ils soient carte ou virement. Et donc ce qu'on fait à ce niveau-là, donc on intervient à plusieurs niveaux. D'abord, il faut savoir qu'on a investi plus de 10 milliards d'euros dans la sécurisation du réseau Mastercard sur les 5 dernières années. Donc un des premiers exemples de ces investissements qu'on fait, c'est la mise en place d'une plateforme de tokenisation qui aujourd'hui gère plus de 4 milliards de transactions par mois et qui va permettre, quand vous faites un paiement mobile avec le téléphone en sans contact, d'afficher en fait un jeton ou une carte virtuelle à la place du vrai numéro de carte pour sécuriser le paiement et faire en sorte qu'aucune donnée de la carte ne soit partagée dans l'acte de paiement. Donc ça, c'est un des premiers exemples de ce que fait Mastercard pour sécuriser les transactions, donc avec cette notion de tokenisation qui va vraiment pouvoir renforcer la sécurité de tous les paiements par carte, pour les paiements mobiles, pour les paiements click-to-pay dont j'ai parlé précédemment. Le deuxième exemple, je crois que la première table ronde du matin l'abordait, c'est tout ce qui concerne les enjeux de fraude par manipulation psychologique, enfin toutes les arnaques en fait, et les fraudes à l'ingénierie sociale, parce que autant l'authentification permet de protéger le paiement, autant aujourd'hui il n'y a pas de solution contre l'ingénierie sociale. Et donc la réponse à ça, c'est la sensibilisation et c'est l'éducation des consommateurs. Et donc sur cet aspect-là, chez Mastercard, on a eu une approche assez inédite depuis 2 ans, c'est qu'on travaille donc sur des campagnes en marque blanche avec Banque de France et Cybermalveillance et avec l'ensemble des partenaires bancaires, parce que c'est vraiment une campagne qui est relayée par l'ensemble de nos partenaires, à mettre en place des actions de sensibilisation. Donc c'est une campagne qui s'appelle Fraud Fight Club, qui est associée à un compte Instagram. Et donc c'est une approche inédite parce que tout d'abord, elle a été basée sur une étude ethnographique. Donc on a étudié en fait les réseaux sociaux, on a fait des entretiens avec les victimes de ces fraudes aux arnaques pour comprendre en fait les mécanismes psychologiques derrière et pour être encore plus pertinent dans les campagnes de sensibilisation. C'est inédit parce que c'est une marque blanche et on a vraiment le souhait, en faisant pas apparaître la marque Mastercard, de répondre à un enjeu d'écosystème et de fédérer toute la place autour de ces campagnes et de faire en sorte que nos partenaires puissent les relayer au sein de leurs propres environnements et à leurs couleurs. Et puis enfin, c'est inédit parce que c'est relayé sur des réseaux sociaux type Instagram ou YouTube pour la campagne de cette année sur les PME. Et donc voilà, donc ça c'est une des premières réponses, c'est d'utiliser la force de frappe de Mastercard pour pouvoir sensibiliser les cibles de ces victimes aux arnaques, notamment les 25-35 ans et leurs proches,
à ces actes d'arnaque et notamment qui sont décuplés par l'IA. Et donc dans nos campagnes, on montre comment l'IA permet encore plus de professionnaliser, de sophistiquer l'approche des fraudeurs en générant des faux sites en 5 minutes qui ont l'air hyper crédibles, qui sont dynamiques, etc. Voilà. Et au-delà de la sensibilisation, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille aussi sur des solutions de lutte contre la fraude. Donc toujours pour rester sur la fraude au virement, on a développé un modèle basé sur l'IA au Royaume-Uni qui permet de lutter contre la fraude au virement, qui s'appelle Consumer Fraud Risk, qui aujourd'hui est live chez 15 banques anglaises et qui permet vraiment d'arrêter la fraude avant que le paiement ait été réalisé, notamment pour ces cas d'arnaque au virement. Et on espère bientôt le déployer sur le marché français. Voilà. Merci beaucoup, Alex. Allez-y, finissez. Oui, pardon. Et je voulais juste citer effectivement la dernière acquisition de Mastercard sur le domaine de la fraude à la carte plutôt, qui est donc Recorded Future, qui est un acteur qui opère dans le domaine de la threat intelligence et qui va permettre de prévenir l'attaque cyber ou la fraude avant même qu'elle n'arrive. Et elle va notamment utiliser tout ce qui se passe sur le dark web pour prévenir les attaques cyber ou les tentatives de fraude avant la fraude. Voilà. Merci beaucoup, Alexandra. Alors, vous avez évoqué la fraude, on va rester sur ce terrain-là. Marc et vous évoquez l'IA. Côté BNP Paribas, Sébastien, comment maîtriser les fraudes, éviter les fraudes avec l'innovation technologique? Quelles sont vos propositions? Alors, deux choses. Enfin, l'innovation technologique seule, c'est une conviction, c'est un propos qu'on peut avoir ensemble. Elle est insuffisante. C'est vraiment, et c'est ce qu'a commencé à dire Alexandra, c'est que c'est un écosystème et qu'on a besoin de travailler tous ensemble. Ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'il faut sensibiliser déjà nos clients entreprises, nos clients particuliers, et effectivement il y a des initiatives de place, j'allais dire, qui réunissent tous les acteurs qui sont bienvenus. On a un travail, nos chargés de clientèle, pour sensibiliser les clients, c'est quelque chose qu'on fait. Et ensuite, j'allais dire un petit peu plus en arrière, derrière le rideau, il y a ce que font nos experts métiers. Et il y a effectivement l'intelligence artificielle. Alors, je pense qu'on mesure assez bien tous ici une chose, c'est que c'est quelque chose qui crée des risques et des opportunités. L'intelligence artificielle, c'est vraiment une question de voleurs et de gendarmes, quoi. C'est-à-dire de différentiel. Ça crée des opportunités pour les fraudeurs. Toi, tu en as cité, tu as parlé des deepfakes. Et nous, on suit le rythme. Et c'est vraiment une question de différentiel. Comment on avance les uns les autres sur ce dossier, sur ce sujet compliqué qu'est la fraude. En tout cas, l'IA, les avantages sur la lutte contre la fraude sont assez bien connus. C'est l'analyse de grandes quantités de données, évidemment, ce qu'on ne peut pas faire. Et on fait des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, notamment pour identifier des schémas complexes. Donc, c'est vraiment l'intérêt de l'IA. La deuxième chose aussi, et c'est vraiment une histoire d'expérience client, c'est de réduire les faux positifs. Parce qu'on a des systèmes aujourd'hui anti-fraude qui sont élaborés et qui parfois, j'allais dire, peuvent conduire à l'échec d'une transaction. Avec l'IA, on a la capacité aussi de traiter les faux positifs en utilisant des algorithmes avancés. Donc ça, c'est au bénéfice de l'expérience client. Et puis la troisième chose, c'est que l'IA, j'allais dire, elle apprend et elle améliore continuellement sa précision. Et ça, c'est quelque chose d'important. L'IA n'existe pas sans les experts métiers, c'est vraiment un binôme et ça, il faut bien l'avoir en tête. Et puis voilà, nous, très concrètement, on a des outils, effectivement, tu parlais des virements, qui permettent d'analyser des comportements anormaux, qui vont bloquer les transactions, qui vont permettre aux chargés de clientèle ou aux services antifraude de rentrer en communication avec le client pour comprendre ce qui se passe. Donc c'est vraiment des outils qui sont mis aujourd'hui au service des clients au quotidien. Merci beaucoup, Sébastien. Côté nickel, Marie, si on reste concret, comment arrivez-vous à concilier l'hyper-personnalisation de ce que vous proposez aux particuliers et puis l'universalité des services? Vous évoquez l'assurance, même les crédits que certains demandent. Comment avoir le bon équilibre? Oui, c'est intéressant puisqu'on parle beaucoup d'hyper-personnalisation, notamment quand on pense au digital. Mais Nickel, c'est un peu construit à rebours de ça. Nickel, la promesse initiale, c'est on a tous le même besoin sur le compte, tout le monde devrait payer le même prix, il ne devrait pas y avoir de critères d'accès. Et donc, on veut faire le compte pour tous, un compte universel. Et aujourd'hui, en fait, tout en restant très fidèle à cet ADN, c'est la valeur la plus structurante, je dirais, de tout ce qu'on fait chez Nickel, on va quand même aussi vers des sujets de personnalisation. Et sans se dédire, sans aucune contradiction. C'est ça qui est, je trouve, assez intéressant. Déjà, dès le début, l'hyper-personnalisation, elle est chez Nickel, puisque quand vous allez dans un point de vente, en fait, tout se passe en fonction de vous, votre besoin, du moment, de l'humeur.
Et donc, c'est des choses où on retombe sur comment le digital peut se compléter avec la relation physique et humaine, qui va, elle, forcément être très adaptée par rapport à une situation donnée. Donc ça existe depuis le début dans l'entreprise. Et ensuite, aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive à mettre de l'hyper-personnalisation, mais on ne le fait pas de manière segmentée. On le fait toujours pour tous. Et pour vous donner des exemples, on a mis des encoches sur nos cartes, avec Mastercard d'ailleurs, pour les personnes qui sont malvoyantes. Initialement, c'est de se dire, tiens, le paiement est quand même moins pratique quand vous êtes malvoyant. Comment faire de la carte? Et aujourd'hui, c'est un standard de marché, tous les acteurs le font. Comment faire de la carte un outil qui est adapté. Mais en fait, cette encoche, elle nous sert à tous. C'est-à-dire qu'au moment où on tire la carte du portefeuille, on va pouvoir tous la manipuler et avec beaucoup plus d'aisance parce que cette encoche existe. Et il y a comme ça toute une multitude d'initiatives qu'on va faire chez Nickel. Typiquement, dans votre relevé d'opération, vous allez dans l'onglet Opération. Je suis sûr que ça vous est arrivé à tous d'avoir SARL Michou, avec un montant. Et vous vous dites, mince, je me suis fait frauder, c'est pas moi qui ai fait ce paiement. Aujourd'hui, en utilisant les données de Google Maps avec un partenaire qui s'appelle Snowdrop, on va exposer au client le lieu avec une carte qui peut visualiser sur la carte, donc il va comprendre qu'est-ce que c'est. On va non plus parler de la raison sociale de l'entreprise, mais on va mettre le nom commercial. Donc vous allez avoir apparaître boulangerie Dupré. Donc vous allez exactement savoir. Et ça, donc c'est hyper personnalisé parce que c'est vos mouvements, mais on le propose à tous dans l'application pour pouvoir permettre à chacun de comprendre exactement les mouvements qu'il a fait sur son compte, d'amener de la sérénité et de l'autonomie pour nos clients. Merci beaucoup Marie. Alors vous évoquez l'ADN, la personnalisation. Côté Crédit Mutuel, Marc, vous avez aussi quelque chose auquel vous tenez, c'est une démarche RSE. En quoi et comment pouvez-vous concilier les enjeux tech et cette démarche RSE? Comment faites-vous? Alors déjà, on a effectivement décidé de se doter du statut d'entreprise à mission il y a environ 4 ans, avec donc notre gouvernance et nos projets qui sont donc régis par ces 5 missions. Et dans ces 5 missions, il y a notamment la dernière qui est de participer à finalement une société plus juste et plus durable. Donc le côté plus juste, Marie en a parlé, l'accès à l'universalité du compte, tout le monde y a droit. Donc nous, on a essayé de l'aborder d'une manière encore plus... On est allé encore plus loin dans le sens où on s'est doté d'un dividende sociétal qui représente depuis 2 ans 15% de notre résultat net. Donc c'est une somme significative qui nous permet justement de mener des actions pour accompagner notre société dans la nécessaire transformation dans laquelle elle a besoin de s'engager. Donc, je vais donner quelques exemples de l'usage de ce dividende sociétal. C'est la suppression du questionnaire de santé quand vous êtes pour un prêt immobilier, quand vous êtes client du Crédit Mutuel depuis 5 ans. C'est des financements de véhicules hybrides ou électriques à des taux préférentiels pour justement accompagner la transition et la lutte contre le réchauffement climatique. C'est le financement à taux zéro des vélos. On a un président qui est cycliste, donc il incite beaucoup à l'usage du vélo, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui aujourd'hui est dans l'ADN de nos groupes de pouvoir accompagner ces mobilités douces. Et puis à côté de ça, on a aussi acheté une forêt privée dans l'est de la France pour la préserver, parce que c'est une des 5 plus grandes forêts privées de France qui était en péril, et donc on l'a achetée pour la préserver, parce que c'est un puits d'absorption de gaz carbonique. Donc voilà un petit peu tous les usages qu'on en fait. Et puis dans un second temps, on a créé l'Institut mutualiste et de l'environnement, qui est sous la houlette de Laurent Berger, qui nous a rejoint il y a 2 ans maintenant, et qui a vocation à accompagner notre groupe dans la réduction de son bilan carbone de 20%, pour justement, là aussi, donner l'exemple et donner une impulsion à la société pour aller vers cette nécessaire prise de conscience ESG et RSE dont on a tous besoin. Merci beaucoup Marc. Il nous reste 1 minute, peut-être une conclusion en quelques mots chacun. Alexandra, les leçons pour concilier tech, sécurité, rentabilité, quel serait votre message principal? Je pense que ce qu'on a pu constater, c'est vraiment l'importance déjà d'anticiper les futurs possibles avec de la prospective pour mieux se préparer et avoir les plans d'action pertinents. Et la prise en compte de l'ADN de chaque banque, je pense qu'il ne suffit pas juste de copier les acteurs tech ou les fintech. Je pense qu'il faut que chaque banque trouve l'ADN qui correspond pour répondre à ces enjeux. Merci Alexandra. Sébastien, de votre côté?
Non, je rejoins effectivement ce message. On est des acteurs tech, je pense, à part entière. Les banques, ça, il faut le retenir. Chacun, j'allais dire, fait des choix. Il y a effectivement des mouvements qui sont structurants. On a tous, et je le redis, enfin, vraiment, c'est ce point du client au centre, la protection de ses intérêts. Et c'est quelque chose qui nous structure dans les choix technologiques qu'on fait. Voilà. Merci Sébastien. Marie, pour Nickel, le client au centre aussi? Oui, bien sûr, le client au centre. Et puis je pense que pas d'innovation pour l'innovation. Je pense qu'il faut vraiment se penser en utilité, utile, le pourquoi. Et donc allier ça avec de la sécurité, de la rentabilité, de l'efficacité opérationnelle. Voilà, c'est les beaux défis qui nous passionnent au quotidien. Marc? C'était déjà un grand plaisir de participer à cette table ronde avec des acteurs finalement complémentaires, et on voit que finalement l'écosystème des paiements est un nécessaire attelage de beaucoup d'acteurs, et Sébastien disait que c'est compliqué, donc c'est notre réalité quotidienne. Merci beaucoup à tous, merci aux 4 experts. Merci. Merci.